Walter et Evelyn Haigh, un couple noir élégant et fortuné, dont la générosité avait façonné le cœur d'Atlanta, étaient le genre de personnes que tout le monde admirait. Leur vie était bâtie sur la foi, l'éducation et la communauté. Mais dans l'ombre de la ville, la mafia les voyait différemment, des obstacles sur le chemin du pouvoir. Pour les hommes d'Enzo Moretti, les Haigh semblaient faibles, trop âgés, trop doux pour riposter. Leur enlèvement fut impitoyable. Leur meurtre, une déclaration gravée dans le sang pour rappeler à la ville qui régnait vraiment dans ses rues. Mais ce que la mafia ignorait, c'est que leur unique fils, Marcus Haigh, n'était pas un simple soldat. Il était un ancien commandant des Delta Force. Et en prenant ses parents, ils avaient déclaré la guerre aux mauvais hommes. Les lustres en cristal projetaient une douce lumière sur la salle de bal du centre communautaire. Des hommes en costume et des femmes en robe de soirée se déplaçaient entre des tables rondes drapées de blanc. Le son des verres qui s'entrechoquaient se mêlait à un doux jazz et à de discrètes conversations. Evelyn Haigh, grande et élégante dans sa robe violet foncé, ses cheveux argentés relevés dans un style classique, se tenait à l'avant de la pièce. Son mari, Walter, distingué dans son costume noir sur mesure, gardait sa main dans le bas de son dos alors qu'il saluait leurs invités. « Votre générosité ce soir aidera 10 étudiants supplémentaires à aller à l'université l'automne prochain, » dit Evelyn, sa voix portant le poids de décennies passées dans les salles de classe. « Ces enfants sont notre avenir. Nous devons protéger le rêve de ceux qui préféreraient construire des condos de luxe plutôt qu'une communauté. » Quelques invités se sont sentis mal à l'aise face à sa franchise, mais la plupart ont acquiescé. À l'arrière de la pièce, Marcus Haigh tirait sur sa cravate, se sentant mal à l'aise dans le costume qu'il avait acheté juste pour cette soirée. Ses muscles tendus par des années d'entraînement au combat, faisaient que la tenue formelle ressemblait à un déguisement. Il regardait sa mère évoluer dans la pièce avec la même grâce qu'elle avait montrée lors des réceptions de l'église quand il était enfant. « Tu pourrais aller leur parler, tu sais. » La voix à côté de lui appartenait à Tanya Lial, l'avocate des droits civiques dont les yeux sombres contenaient un mélange de chaleur et de défi. « Il te manque, Marcus, plus que leur fierté ne leur permet de l'admettre. » La mâchoire de Marcus se serra. « Ça fait 5 ans, Tanya. Certaines choses ne se règlent pas facilement. Et certaines choses sont plus difficiles plus on attend, » répliqua-t-elle, lui touchant doucement le bras. « Ils ne rajeunissent pas. Pas plus que ta chance de tout arranger. » Sur le balcon surplombant le rez-de-chaussée, un homme en costume italien coûteux s'appuyait sur la balustrade. Les yeux froids de Luca Maroney suivaient les mouvements du couple âgé tandis que ses doigts manucurés manipulaient l'appareil photo de son téléphone. Clic, clic. Les photos plairaient à son patron, Enzo Moretti. L'entêtement du vieux couple devenait coûteux. Walter prit ensuite le microphone, sa voix grave et stable malgré son âge. Quand mon père est arrivé à Atlanta, il ne pouvait pas posséder de propriété dans la plupart des quartiers. Maintenant, notre famille aide les autres à bâtir un patrimoine générationnel par l'accession à la propriété. Nous ne laisserons personne nous chasser. Ni les promoteurs, ni les entreprises, ni quiconque préférerait le profit au progrès. La foule a applaudi. Marcus remarqua que la main de son père tremblait légèrement sur le microphone. Un signe de l'âge que l'homme fier essayait de cacher. Leur dernière dispute résonnait dans son esprit. La violence ne résout rien, mon fils. Ta mère et moi t'avons mieux enseigné que ça. Alors que la soirée touchait à sa fin, Marcus se retrouva à se diriger vers ses parents. Walter le vit le premier, son expression sévère s'adoucissant légèrement. Tu as fière allure, mon fils. Merci, papa. Marcus s'éclaircit la gorge. Écoute, je pensais que nous pourrions peut-être parler demain. Evelyn toucha la joue de son fils, les yeux brillants de larmes non versées. Nous aimerions beaucoup cela. Nous pouvons ne pas être d'accord sur les méthodes, ajouta Walter. Mais la famille doit rester unie, surtout maintenant que les gens de Moretti deviennent plus agressifs pour acheter le quartier. L'esprit tactique de Marcus s'activa. Laissez-moi vous aider. J'ai de l'expérience avec des hommes comme ça. Non. La voix de Walter était ferme. Nous menons nos batailles avec intégrité, pas avec violence. C'est ainsi que nous avons toujours fait. C'est ainsi que nous continuerons. Dehors, la nuit de printemps était devenue fraîche. Marcus raccompagna ses parents à leur voiture, son entraînement le faisant scanner automatiquement la rue. La Mercedes argentée démarra en douceur, et Evelyn baissa sa vitre.
Alors, demain pour le dîner? Je serai là, promit Marcus, forçant un sourire. Conduisez prudemment. De l'autre côté de la rue, un SUV noir était garé dans l'ombre, moteur au ralenti. À l'intérieur, Luca Maroney alluma une cigarette. La flamme illumina brièvement ses traits acérés. La fumée s'échappa de ses lèvres tandis qu'il regardait la Mercedes s'éloigner. Demain ne viendra pas pour eux, murmura-t-il, faisant tomber la cendre sur le siège en cuir. La ville bourdonnait autour d'eux. La circulation dans les rues voisines, la musique des bars, le hurlement lointain d'une sirène. Marcus resta sur le trottoir jusqu'à ce que les feux arrière de ses parents disparaissent au coin de la rue. Pendant un instant, il ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air du soir. Puis il se retourna et se dirigea vers sa propre voiture, ignorant que le SUV noir quittait maintenant le trottoir, suivant le même chemin que ses parents avaient pris. Le lendemain matin se leva clair et limpide sur Atlanta. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la cuisine des Hayes, se reflétant sur la coupe à fruits en cristal qu'Evelyn avait reçue pour leur 40e anniversaire. Elle fredonnait doucement en préparant des œufs brouillés, le rythme familier de la préparation du petit déjeuner apportant du réconfort après une nuit agitée. Walter était assis à l'îlot de la cuisine, ses lunettes de lecture posées sur le journal étalé devant lui. La cafetière gargouillait en arrière-plan. Leur femme de ménage, Maria, se déplaçait silencieusement dans la maison, époussetant les photos de famille qui tapissaient le couloir. « J'espère que Marcus viendra vraiment aujourd'hui, » dit Evelyn, ajoutant une pincée de sel aux œufs. « Je ferai son pain de maïs préféré. » Walter leva les yeux de son journal. « S'il dit qu'il sera là, il sera là. » Précision militaire, tu te souviens? Le téléphone fixe sonna, son tri aigu brisant la paix du matin. Walter le saisit, vérifiant l'identité de l'appelant avec un froncement de sourcils. Numéro inconnu. Monsieur Hayes, la voix était douce, habituée. J'appelle au nom du groupe de développement de Monsieur Moretti. Nous aimerions vous offrir une dernière opportunité de vendre vos propriétés au triple de leur valeur marchande. Les jointures de Walter blanchirent autour du téléphone. Écoutez attentivement. Je me fiche de ce que Moretti offre. Ces bâtiments abritent des familles qui y vivent depuis des générations. Nous ne vendons pas. Ni maintenant. Ni jamais. Monsieur, veuillez considérer, nous avons terminé ici. Walter raccrocha violemment, faisant vibrer la coupe à fruits en cristal. Evelyn lui toucha l'épaule. Tout va bien? Avant qu'il ne puisse répondre, le système de sécurité sonna. 3 SUV noirs s'étaient arrêtés à leur portail. Par la fenêtre de la cuisine, ils virent des hommes en tenue tactique sortir des véhicules. « Appelle Marcus », dit rapidement Walter, se dirigeant vers son bureau. Puis le 911. Mais il n'y eut pas le temps. Du verre vola en éclats dans plusieurs pièces, point d'entrée synchronisés. Des bottes lourdes résonnèrent sur les parquets. Maria hurla depuis le couloir alors que des hommes masqués passaient devant elle. Luca Maroney entra par la porte d'entrée, son costume de designer discordant avec son gilet tactique. 2 hommes saisirent Walter alors qu'il sortait de son bureau, le poussant face contre le mur. Dans la cuisine, un autre intrus arracha Evelyn de la cuisinière, les œufs encore grésillants. « Madame Hayes, » dit Luca, entrant dans la cuisine. Sa voix portait une politesse moqueuse. « J'ai entendu votre charmant discours hier soir sur la communauté. Très touchant. Mais votre argent ne peut pas acheter la clémence aujourd'hui. » Evelyn se redressa, sa dignité intacte, malgré les mains rudes qui la tenaient. « Nous n'avons pas besoin de clémence de la part de voyous. » Elle cracha à son visage. Le claquement de la main de Luca résonna dans la cuisine. Walter se débattit contre ses ravisseurs. « Ne la touche pas. » Luca essuya son visage avec un mouchoir monogrammé. « Attachez-les. » Cagoule. Vérifiez son bureau pour le registre. Ils attachèrent les mains du couple derrière leur dos avec des attaches en plastique. Des cagoules noires furent placées sur leur tête. Walter pouvait entendre la respiration contrôlée d'Evelyn à proximité. Elle avait peur mais refusait de le montrer. « Le bureau est vide », rapporta un homme. « Pas de registre. »« Alors nous le faisons à la dure. » Le téléphone de Luca vibra. Il y répondit en haut-parleur. « C'est fait ?» La voix d'Enzo Moretti remplit la cuisine. « Je les ai tous les deux. »
Pas encore de registre. Pas de témoin, Lucas. Trouvez ce registre où ce seront leurs vies. Faites ça proprement. Maria était recroquevillée dans un coin, pleurant doucement tandis qu'il traînait les hailles dehors. À travers ses larmes, elle regarda les SUV s'éloigner, emportant ses employeurs de 15 ans sous le soleil du matin. 20 minutes plus tard, Marcus arriva devant la maison de ses parents, 2 tasses de café dans un porte-gobelet, la culpabilité pesant lourdement sur sa poitrine. Il avait répété ses excuses toute la matinée pour la dispute d'il y a des années, pour être resté si longtemps éloigné, pour avoir laissé la fierté l'emporter sur la famille. La porte d'entrée était ouverte. Son entraînement s'activa instantanément. Il posa le café, sortit le pistolet dissimulé de son étui de cheville, et se dirigea vers la maison en position de combat. Du verre craqua sous ses bottes. Le foyer montrait des signes d'une intrusion coordonnée. Plusieurs points d'entrée, travail professionnel. Maman, papa? Sa voix résonna dans la maison alors qu'il fouillait les pièces méthodiquement. La cuisine était en désordre, des œufs brûlés noirs dans la poêle, une chaise renversée, les lunettes de lecture de son père brisées au sol. Il trouva Maria dans le salon, toujours tremblante. Monsieur Marcus, ils les ont pris. Des hommes masqués. Ils ont blessé Madame Evelyne quand elle a riposté. La mâchoire de Marcus se serra. Il sortit son téléphone et composa le 911, sa voix stable malgré la rage qui montait en lui. Pendant qu'il signalait l'enlèvement, il étudia les traces de pneus dans l'allée. 3 véhicules, des chauffeurs professionnels, d'après les marques d'accélération. Ce n'était pas un cambriolage aléatoire. Des sirènes hurlèrent au loin, se rapprochant. Par la fenêtre avant, Marcus vit une voiture de police s'arrêter, suivie d'une voiture banalisée. Le détective Aaron Pike en sortit, son costume impeccable, son calme, trop calme pour la situation. Monsieur Hay, dit Pike, lui tendant la main en entrant. Nous nous en occupons. Ces choses se résolvent généralement rapidement lorsqu'il y a des rançons. Marcus fixa la main tendue du détective, mais ne la prit pas. Il avait vu suffisamment de combats pour reconnaître quand quelque chose n'allait pas. Les yeux de Pike étaient trop contrôlés, son sang-froid trop parfait pour une scène d'enlèvement fraîche. Le salon du manoir des Hay semblait vide dans l'obscurité du soir. Marcus était assis, rigide, sur le bord du fauteuil en cuir de son père, observant le détective Pike feuilleter son carnet avec une lenteur calculée. Les experts de la scène de crime avaient terminé des heures auparavant, laissant derrière eux de la poussière d'empreintes digitales et des marqueurs de preuves comme des blessures néons à travers la maison. Reprenons, dit Pike, sa plume tapotant le papier. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui voudrait nuire à vos parents? Des rivaux commerciaux? Des employés mécontents? Marcus étudia le visage de Pike dans la faible lumière. L'expression du détective restait neutre, professionnelle, trop professionnelle. Ses questions semblaient répéter, son inquiétude un mince vernis. Ce sont des chefs d'entreprise respectés qui financent des bourses d'études et soutiennent les familles locales, répondit Marcus, gardant sa voix égale. Les seuls ennemis qu'ils ont sont des promoteurs qui essaient de les forcer à partir. La plume de Pike cessa de tapoter. Des promoteurs? Des noms? Le groupe de Moretti les a fait pression pour qu'ils vendent. Enzo Moretti. Pike écrivit quelque chose, son écriture délibérément lente. L'investisseur immobilier. C'est un homme d'affaires éminent, Monsieur Hay. C'est une allégation sérieuse. La porte d'entrée s'ouvrit en grand. Tania Lial entra, ses talons claquant sèchement sur le parquet. Sa mallette d'avocate balançait à son côté, et la fureur brillait dans ses yeux. 8 heures? Lança-t-elle à Pike. Ils ont disparu depuis 8 heures, et vous ne faites toujours que prendre des notes? Où est l'équipe tactique? Le négociateur de rançon? Pike ferma son carnet avec un calme habitué. Madame Lial, nous menons une enquête approfondie. J'ai des équipes qui travaillent toute la nuit. Nous les trouverons. Comme vous avez trouvé la famille Thompson le mois dernier, la voix de Tania était tranchante comme de l'acier. 3 jours plus tard. Affaire mystérieusement classée. C'était une situation différente. Pike se leva, ajustant sa cravate. Monsieur Hay, nous aurons des agents qui surveilleront la maison. Essayez de vous reposer. Marcus regarda Pike partir par la porte d'entrée, remarquant que les épaules du détective ne se tendaient jamais malgré les accusations de Tania.
des années de combat avaient appris à Marcus à lire les gens. La posture détendue de Pike en disait long. Il ment, dit Marcus une fois que la voiture de Pike s'éloigna. Il ne les cherche pas du tout. Tanya posa sa mallette. Tout le département est compromis. 3 familles expulsées le mois dernier seulement, tout après avoir refusé de vendre au groupe de développement de Moretti. La police a classé ces affaires comme des affaires personnelles et a fermé les dossiers. Marcus se dirigea vers le bureau de son père, allumant la lampe de bureau. Aide-moi à chercher. Papa documente tout. Ils fouillèrent les dossiers de Walter pendant des heures. Registres fiscaux, titres de propriété, lettres de locataire. Walter a géré son entreprise avec une précision militaire. Dans le tiroir du bas, derrière un faux panneau dont Marcus se souvenait depuis l'enfance, ils trouvèrent une clé USB simplement étiquetée « Registre communautaire ». La sécurité de secours de papa, expliqua Marcus, la branchant à l'ordinateur. Il m'a appris cette cachette quand j'avais 10 ans. La clé était cryptée. Tanya tira une chaise, son expertise juridique des documents financiers s'avérant cruciale alors qu'il travaillait à travers la protection. À minuit, l'écran se remplit de feuilles de calcul et de virements bancaires. Regardez ça, dit Tanya en montrant du doigt. Des virements bancaires de 6 fonctionnaires de la ville différents, tous à M. Holdings. C'est la société écran de Moretti. Il achète des votes pour forcer les saisies de propriété. Marcus fit défiler les documents. Papa montait un dossier. Des noms, des dates, des numéros de compte, tout ce qu'il fallait pour exposer l'ensemble du réseau. Marcus. Tanya lui saisit le bras. C'est une preuve dangereuse. Si Moretti savait que ton père avait ça, alors nous savons pourquoi ils ont été enlevés. Marcus se leva, vérifiant son arme. Et nous savons qu'il manque de temps. La pluie commença à tomber alors que Marcus traversait Atlanta pour se rendre à l'église de ses parents. Saint-Michel se tenait dans l'obscurité, à l'exception de la lampe du sanctuaire perpétuel. Le père Bell était en train de fermer quand Marcus s'approcha. « Marcus, mon garçon. » Le visage du vieux prêtre se plissa d'inquiétude. « Je prie pour eux depuis que j'ai appris. Ont-ils été ici, père? Peut-être à la recherche d'un sanctuaire? » Le père Bell secoua la tête. « Non, mais plutôt vers midi, j'ai vu 3 camionnettes noires se diriger vers le quartier industriel. Cela a attiré mon attention parce qu'elles roulaient si vite devant l'école. » Le pouls de Marcus s'accéléra. « Dans quelle direction exactement? » Dans la rue Massonne vers ces vieux entrepôts de stockage. Le père Bell toucha l'épaule de Marcus. « Quoi que tu penses faire, souviens-toi, la justice sans miséricorde détruit l'âme qui la cherche. Pour l'instant, j'ai juste besoin de les trouver vivants. » La pluie tomba plus fort alors que Marcus gara son camion près de l'installation de stockage abandonnée. À travers des jumelles, il observa le terrain apparemment vide. La plupart des unités étaient rouillées, mais l'une avait de nouvelles traces de pneus y menant malgré l'avis de condamnation sur la clôture. Une lumière de sécurité vacilla, illuminant brièvement le pavé mouillé. Marcus compta 3 caméras cachées à des endroits stratégiques, trop neuves pour un terrain abandonné. Son entraînement tactique nota plusieurs lignes de visée, des positions de couverture potentielles. Le sang battait à ses oreilles alors qu'il vérifiait son arme une dernière fois. La pluie de minuit tambourinait sur le toit de son camion, couvrant tout bruit qu'il pourrait faire. Il sentait le temps s'échapper à chaque goutte. Tirant son arme, Marcus ouvrit la porte du camion. Le poids familier de son pistolet stabilisa sa main alors que les gouttes de pluie frappaient son visage. Il se dirigea vers la clôture du dépôt, ne faisant qu'un avec les ombres. Marcus se déplaçait dans la cour de stockage glissante de pluie comme un fantôme, ses bottes silencieuses sur le béton mouillé. Les lumières de sécurité projetaient des ombres changeantes sur les conteneurs rouillés et les entrepôts usés par le temps. Toutes les quelques secondes, le tonnerre grondait au-dessus, masquant son approche. À travers la pluie battante, des voix s'échappaient d'un bâtiment en tôle ondulée à l'extrémité du terrain. Marcus se pressa contre un conteneur, écoutant. Des mots durs résonnaient à l'intérieur, ponctués par le bruit de quelque chose de lourd traîné. Le vieil homme ne craquera pas, grogna une voix. Aucun d'eux ne parlera. Lucas a dit que minuit est la date limite, répondit un autre homme, la panique dans le ton. Nous devons en finir. La mâchoire de Marcus se serra. Il vérifia sa montre.
23h47. Tirant son arme, il avança, utilisant les ombres entre les lumières de sécurité comme couverture. Un garde fumait sous un auvent, les épaules voûtées sous la pluie. Marcus s'approcha par derrière, une main tendue. Le garde ne le vit jamais venir. En quelques secondes, l'homme était inconscient, menotté et caché derrière une benne à ordures. Marcus prit sa radio et sa carte de sécurité. 2 autres gardes patrouillaient le périmètre. Marcus suivit leurs mouvements, chronométrant leur onde. Quand le tonnerre éclata de nouveau, il frappa. Le premier garde tomba sous une prise d'étranglement précise. Le second se retourna au bruit, mais Marcus était déjà là, son coude s'enfonçant dans la tempe de l'homme. L'entrepôt se dressait devant, ses murs métalliques luisant de pluie. Par une fente dans les portes, une lumière fluorescente se répandait sur le pavé mouillé. Marcus s'accroupit, regardant à l'intérieur. Son cœur s'arrêta. Ses parents étaient agenouillés sur le sol en béton, les mains liées derrière le dos. Le visage de Walter était contusionné, mais ses yeux brûlaient de défi. Evelyn était assise droite malgré ses liens, sa dignité intacte. Lucas marchait devant eux, un pistolet pendant à sa main. Dernière chance, grogna Lucas, saisissant le col de Walter. Où est le registre? Où sont les documents? Walter leva les yeux vers lui. Mon père a construit ce quartier quand aucune banque ne prêtait aux entreprises noires. Vous pensez que je laisserai des voyous comme vous détruire cet héritage? Lucas lui donna un revers de main. Votre héritage? Il rit. Votre héritage meurt ce soir. Nos noms signifieront quelque chose quand les vôtres seront oubliés. La voix d'Evelyn résonna claire et forte malgré sa peur. Marcus bougea, mais avant qu'il ne puisse atteindre la porte, Lucas se tourna vers Walter, la rage tordant son visage. Le coup de feu éclata comme un éclair. Walter s'effondra. Evelyn hurla. Marcus fit irruption par la porte, l'arme levée. Lucas se retourna, poussant brutalement Evelyn au sol. Ses yeux trouvèrent le visage de Marcus. Marcus, murmura-t-elle. Le deuxième coup de feu résonna sur les murs métalliques. Lucas courait déjà, disparaissant par une sortie arrière alors que Marcus tirait. Sa balle toucha l'épaule de Lucas, faisant couler du sang, mais ne l'arrêta pas. Une radio crépita à proximité, abandonnée par l'un des gardes. La voix suave d'Enzo remplit l'entrepôt. Nettoyez tout. Assurez-vous que personne ne puisse remonter jusqu'à nous. La pluie tambourinait sur le toit alors que Marcus s'agenouillait à côté de ses parents. Le sang s'étalait sur le béton, se mêlant aux flaques d'eau de ses vêtements mouillés. Avec des mains tremblantes, il détacha leurs liens, les serrant contre lui. Le corps de Walter était déjà froid. La main d'Evelyn, encore chaude, tomba mollement de la prise de Marcus. Son alliance capta la dure lumière fluorescente, la même alliance qu'elle avait portée pendant 40 ans à travers toutes les épreuves et les triomphes. Je suis désolé, murmura Marcus, sa voix brisée. Je suis tellement désolé de ne pas être arrivé plus tôt, d'être resté si longtemps éloigné. Le tonnerre roula dehors, noyant ses mots. Il l'éteint, se balançant légèrement, se souvenant des dîners du dimanche et des histoires du soir, des sermons sévères et des sourires fiers. Tous les moments qu'il avait tenus pour acquis, maintenant perdus à jamais. Vous ne mourrez pas en vain, jura-t-il. Ces mots à peine audibles au-dessus de la tempête. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez protégé, je le défendrai et je les ferai payer. Le temps s'écoula alors que Marcus restait agenouillé là, son entraînement tactique luttant contre son chagrin. Il savait qu'il devait bouger, recueillir des preuves, poursuivre Lucas, mais partir signifiait accepter qu'ils étaient partis. Cela signifiait affronter un monde sans leur force et leur sagesse. Finalement, des sirènes lointaines percèrent la pluie. Marcus déposa doucement ses parents, les arrangeant avec soin. Il essuya le sang du visage d'Evelyn, redressa le col de Walter une dernière fois. Les sirènes se rapprochèrent. Marcus se leva. La pluie de ses vêtements s'accumulait à ses pieds. La première lumière grise de l'aube filtrait à travers les fenêtres de l'entrepôt, peignant tout dans des ombres pâles. Il regarda ses mains, rouges du sang de ses parents. La pluie s'écoulant du toit les lava lentement. Goutte après goutte. Les portes métalliques grincèrent au vent. Les lumières d'urgence clignotèrent sur le pavé mouillé à l'extérieur. Marcus jeta un dernier regard à ses parents,
leur visage paisible malgré tout. Puis il se fondit dans l'ombre alors que les voitures de police entraient dans la cour de stockage, leurs sirènes déchirant l'aube. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les fenêtres crasseuses d'un restaurant, projetant de longues ombres sur la banquette en vinyle craquelée où Marcus était assis. Son café était froid, intact. En face de lui, Tanya Lial se penchait en avant, son bloc-notes couvert de notes rapides alors que Marcus finissait de décrire la scène de l'entrepôt. « Mon Dieu, Marcus !» La voix de Tanya était à peine un murmure. « Nous devons porter ça au FBI. » L'agent Reeves du bureau d'Atlanta. Elle monte un dossier contre le crime organisé. Elle est intègre. Marcus secoua la tête, son expression dure. Ils ont tué mes parents dans un entrepôt contrôlé par la police. Tanya, les flics n'étaient nulle part près de ce terrain avant que ce ne soit terminé. Quelqu'un s'en est assuré. Tu ne peux pas gérer ça seul, insista TL. C'est plus grand que la vengeance. Tes parents avaient des preuves de... Marcus fit glisser une tablette sur la table. Les fichiers décryptés de la clé USB de Walter remplissaient l'écran. Tableau, transfert de propriété, registre de sociétés écran. Moretti achetait des propriétés par l'intermédiaire de sociétés fictives, blanchissant de l'argent par des projets de construction. Le registre le prouve. Papa suivait tout. Tanya fit défiler les documents, ses yeux s'écarquillant. Ses signatures, la moitié du conseil de zonage est impliquée. Des inspecteurs en bâtiment, des capitaines de district. Elle leva brusquement les yeux. Marcus, c'est pourquoi ils les ont tués. Cela pourrait faire tomber toute l'opération de Moretti et tous ceux qu'il a achetés, ajouta Marcus, y compris des flics que nous ne connaissons pas encore. Une serveuse s'approcha. Ils se turent jusqu'à ce qu'elle remplisse leur tasse et s'éloigne. J'ai besoin de ton aide, Tanya, dit Marcus doucement. Mais pas avec le FBI. Pas encore. J'ai besoin que tu t'occupes de l'aspect légal. Les registres de propriété, les demandes de permis, tout ce qui prouve ses connexions. Monte le dossier pendant que il marqua une pause. Pendant que tu quoi? La voix de Tanya contenait un avertissement. Que tu deviens un justicier. Pendant que je m'occupe de l'autre côté. Marcus rencontra son regard fermement. Tu sais ce qu'ils feront de ces preuves si nous les donnons aux mauvaises personnes. Elles disparaîtront, tout comme mes parents. Tanya fixa son café. Des années à lutter contre des systèmes corrompus lui avaient appris de dures leçons sur la justice institutionnelle. Finalement, elle acquiesça. Je t'aiderai. Mais promets-moi que cela restera une question de preuve et d'exposition, pas seulement de vengeance. Il s'agit de justice, dit Marcus. Le genre que les tribunaux ne peuvent pas toujours rendre. Il laissa de l'argent sur la table et se leva. Tanya lui attrapa le bras. Sois prudent. Moretti n'a pas bâti son empire en étant négligent avec les menaces. Marcus lui serra la main une fois, puis sortit dans la lumière du matin. Au coucher du soleil, la planque de Marcus bourdonnait d'énergie tactique. Ghost arriva le premier, sortant d'un pick-up usé avec son étui de fusil signature. L'ancien tireur d'élite se déplaçait avec une grâce fluide malgré son âge, ses yeux gris ne manquant rien alors qu'il inspectait la propriété. Toujours en dehors du réseau, je vois, commenta Ghost, notant les panneaux solaires et les caméras de sécurité. Vieilles habitudes, répondit Marcus, enlaçant son ami. Sarge arriva une heure plus tard dans un SUV chargé. Les larges épaules de l'expert en démolition remplissaient l'encadrement de la porte alors qu'il entrait, transportant des caisses de matériel. Son sourire habituel était remplacé par une concentration sombre lorsque Marcus expliqua la situation. Ils transformèrent le salon en centre d'opération. Des cartes couvraient un mur, les quartiers industriels d'Atlanta, les propriétés connues liées à Moretti, des photos de surveillance des lieux habituels de Lucas. Des armes et de l'équipement bordaient une table pliante, lunettes de vision nocturne, fusils silencieux, équipements de communication, fournitures médicales. L'équipe de Lucas assure la protection dans ces 3 zones, dit Ghost, marquant les emplacements. Il a une douzaine de réguliers, des ex-militaires pour la plupart. Nullement dangereux. Sarge examina des images satellites sur un ordinateur portable. Les quais de chargement ici et ici feraient de bons postes d'observation. Je peux les équiper de capteurs de mouvement. Cela nous donnerait une alerte précoce s'ils déplacent des produits.
Marcus étudia les rapports d'incidents qu'il avait tirés des bases de données de la police. Le détective Pike a demandé à diriger l'enquête sur le cas de mes parents quelques heures après la découverte des corps. Il contrôle le flux d'informations, rediriger les ressources. Pike est sur la liste de paix de Moretti depuis des années, confirma Ghost. Nous l'avons rencontré lors de cette affaire de cartel en 2019. Il a enterré des preuves, détourné les enquêtes des hommes de Moretti. Alors il fait partie de la liste des cibles, dit Marcus platement. Nous trouvons Lucas. Nous le faisons avouer la connexion de Pike. Pike nous mène au cercle intime de Moretti. Ils passèrent des heures à planifier des itinéraires d'infiltration, à cartographier les schémas de sécurité, à identifier les points d'étranglement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une opération militaire. Chaque homme reprit ses rôles familiers. Ghost s'occupant de la reconnaissance. Sarge préparant l'équipement. Marcus coordonnant la stratégie. Vers minuit, Marcus se tint devant le mur de preuves. Des photos et des documents reliés par une ficelle rouge montraient la toile de corruption s'étendant de Moretti à travers la structure de pouvoir d'Atlanta. Au centre était accrochée une photo de surveillance de Lucas quittant un restaurant haut de gamme, son visage tordu dans un sourire cruel. Marcus traça un cercle rouge autour de l'image de Lucas avec un marqueur. Le cercle ressemblait à un réticule de lunettes de tireur d'élite, à une cible, à une promesse. Nous commençons par lui, dit Marcus, sa voix froide et certaine. Ghost et Sarge se tenaient à ses côtés, leurs ombres se confondant sur le mur. Marcus vérifia son arme, le poids familier le ramenant à la réalité. Dehors, les lumières d'Atlanta scintillaient comme des étoiles tombées sur Terre. Quelque part dans cette galaxie de néons et d'ombre, Lucas attendait, ignorant que ses chasseurs arrivaient. Marcus chargea son fusil, le clic métallique résonnant dans la pièce silencieuse. La nuit s'abattit sur la ville comme un linceul. Le clair de lune scintilla sur le métal industriel alors que Marcus s'accroupissait derrière une pile de conteneurs d'expédition. À travers ses lunettes de vision nocturne, l'entrepôt brillait dans des nuances de vert. 2 gardes armés patrouillaient le périmètre, selon des schémas désordonnés et prévisibles. Ils se comportaient comme des voyous, pas comme des soldats. 4 signatures thermiques près du quai de chargement, la voix de Ghost crépita dans l'oreillette de Marcus. Il était positionné sur un toit voisin avec son fusil. 2 autres à l'intérieur du bureau. Caméra de sécurité ? Murmura Marcus. Désactivé, confirma Sarge depuis sa position. Boucle en cours. Ils sont aveugles pour les 30 prochaines minutes. Marcus regarda les gardes terminer un autre circuit. En approche. Ghost, couvre mes arrières. Il se glissa d'ombre en ombre. Des années d'entraînement dans les Delta Force le rendaient presque invisible dans l'obscurité. Le premier garde ne le vit jamais venir. Marcus lui enroula un bras autour de la gorge, appliquant une pression précise sur l'artère carotide. En quelques secondes, le garde s'effondra inconscient. Marcus lui attacha les mains et les pieds, puis le traîna derrière une benne à ordures. Le deuxième garde allumait une cigarette lorsque Marcus frappa. Un rapide balayage des jambes, un coude à la tempe. Un autre assaut silencieux. Marcus le sécurisa à côté de son partenaire. Équipe du quai en rotation à l'intérieur, rapporta Ghost. L'entrée latérale est dégagée. Marcus se dirigea vers la porte métallique. Sarge le rejoignit avec une petite trousse à outils. La serrure fut crochetée en quelques secondes. Ils entrèrent en silence, restant sur les bords où le béton ne résonnerait pas leurs pas. L'intérieur de l'entrepôt était un labyrinthe de caisses et de palettes. Des voix s'échappaient d'un bureau surplombant le sol. Les lieutenants de Lucas discutaient des horaires d'expédition. Marcus reconnut une voix. Tony Visco, le second de Lucas. Position 1 et 3. Marcus fit signe à Sarge, indiquant des approches opposées aux escaliers du bureau. Ils se séparèrent, se frayant un chemin à travers l'entrepôt. Un garde émergea de derrière un chariot élévateur. Marcus le saisit, lui plaquant une main sur la bouche tout en appliquant une prise d'étranglement. Les yeux du garde roulèrent en arrière alors qu'il perdait connaissance. Dégagez à gauche, murmura Sarge. Dégagez à droite, répondit Marcus. Montant, ils gravirent les escaliers métalliques en parfaite synchronisation, leurs bottes silencieuses sur le caillebotis. Par la fenêtre du bureau, Marcus pouvait voir Visco penché sur des papiers,
un autre homme se tenant à proximité. 2 autres gardes se prélassaient contre le mur, leurs armes négligemment suspendues à leur poitrine. Marcus leva 3 doigts, décontent. À 0, ils firent irruption par les 2 portes simultanément. Le combat fut brutalement efficace. Marcus balaya les jambes du garde le plus proche tandis que Sarge abattait l'autre d'un coup précis à la gorge. Visco tendit la main vers un pistolet, mais Marcus fut plus rapide, lui enfonçant le genou dans le plexus solaire. Le 4e homme leva les mains en signe de reddition. Bon choix, grogna Marcus, attachant Visco à sa chaise de bureau avec des attaches en plastique. Les autres hommes furent rapidement maîtrisés. Tu es mort, cracha Visco. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Marcus lui donna un revers de main assez fort pour lui fendre la lèvre. Le coursier du registre. Où est la réunion? Quel coursier? Du sang coula le long du menton de Visco. Marcus pressa le canon de son pistolet silencieux contre la rotule de Visco. La remise de demain. L'endroit et l'heure. Va au diable. Les mots de Visco furent coupés par un hurlement alors que Marcus appuyait sur la gâchette, le coup étouffé traversant le muscle juste à côté de son genou. Le prochain brisera l'articulation, dit Marcus froidement. Le quai, halta Visco. L'ancien dépôt Freeman, demain midi. Lucas le rencontre personnellement. Pourquoi Moretti a-t-il ordonné le meurtre des Hayes? Le travail caritatif du vieil homme, Visco halta de douleur. Il achetait des propriétés que nous avions marquées pour le développement, les transformant en centres communautaires, a commencé à poser des questions sur la provenance de notre argent de construction. Le registre prouvait que c'était du blanchiment de noms, de dates, de sociétés écrans. Moretti ne pouvait pas laisser cela éclater. Marcus se pencha, sa voix mortellement calme. Ma mère. A-t-elle souffert? La peur vacilla dans les yeux de Visco. Ce fut rapide. Lucas voulait faire durer le plaisir, mais il avait reçu l'ordre de finir proprement. Sarge posa un ordinateur portable sur le bureau. La lumière de la webcam clignotait. Enregistrement en direct. Répète tout ce que tu viens de me dire, ordonna Marcus. Tout. 10 minutes plus tard, ils avaient un aveu complet enregistré. Marcus crypta le fichier et l'envoya au serveur sécurisé de Tanya. Des munitions pour monter le dossier juridique. S'il vous plaît, supplia Visco alors qu'il se préparait à partir. Moretti me tuera pour avoir parlé. Tu aurais dû y penser avant d'aider à assassiner des innocents. Marcus l'attacha plus solidement à la chaise, s'assurant que les attaches tiendraient pendant des heures. Quelqu'un te trouvera éventuellement. Véhicules entrant, la voix urgente de Ghost retentit à la radio. Plusieurs phares sur la route d'accès, trop organisés pour être aléatoires. Marcus se dirigea vers la fenêtre. Une rangée de SUV noirs s'approchait de l'entrepôt, leurs phares perçant l'obscurité. Il est temps de bouger, ordonna-t-il. Ghost, couvre notre sortie. Sarge, prépare la diversion. Ils se dirigèrent vers les escaliers arrière, laissant Visco et ses hommes ligotés et bâillonnés dans le bureau à l'étage. Quoi qu'il arrive, ils devaient être partis avant l'arrivée de ces véhicules. Par la sortie arrière de l'entrepôt, Marcus et son équipe émergèrent dans la cour de chargement. Des projecteurs s'allumèrent soudainement, baignant la zone d'une lumière blanche crue. Le hurlement familier des sirènes de police emplit l'air alors que des voitures banalisées les encerclaient de 3 côtés. Le détective Pike sortit du véhicule de tête, son arme de service tenue avec une confiance décontractée. Son visage ne montrait aucune tension, juste un calme habituel qui fit frissonner Marcus. Marcus Hayes, appela Pike, sa voix portant à travers la cour. Vous êtes en état d'arrestation pour entrave à la justice et homicide. Déposez vos armes. La mâchoire de Marcus se serra. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. L'enquête désinvolte de Pike, sa gestion contrôlée des preuves, son insistance à éloigner Marcus de l'affaire. Le détective n'était pas seulement corrompu. Il était l'homme de l'intérieur de Moretti. Homicide? Marcus le défia, gardant son fusil baissé mais prêt. Les seuls tueurs ici sont ceux que vous protégez, détective. J'ai des douilles de votre arme sur la scène du meurtre de vos parents, répondit Pike avec fluidité. Des preuves plantées restent des preuves, Marcus. Ne rendez pas ça plus difficile que nécessaire. La voix de Ghost résonna doucement à la radio.
J'ai un angle sur 3 d'entre eux. Dites le mot. Attends, marmonna Marcus. Il compta 8 officiers en plus de Pike, tous avec des armes braquées sur eux. Trop nombreux pour une évasion propre. Sarge. Diversion prête. Côté est. À ton signal. Pike fit un pas en avant. Sa fausse sympathie maintenant teintée d'acier. Vos parents ont choisi la fierté plutôt que la survie, Marcus. Ne faites pas leur erreur. La mention de ses parents alluma quelque chose de froid et mortel dans la poitrine de Marcus. Maintenant, ordonna-t-il. Plusieurs choses se produisirent simultanément. Sarge déclencha des charges à distance sur une pile de tambours vides, les envoyant s'écraser à travers la cour dans une cascade tonitruante. Le fusil de Ghost craqua 3 fois depuis sa position élevée, éteignant les lumières. Marcus plongea derrière une barrière de béton alors que la nuit éclatait en coups de feu. Contact arrière, cria Sarge. Plus de véhicules arrivaient. Les hommes de Lucas, pile à l'heure. Marcus sortit une grenade fumigène de son gilet et la lança vers la position de Pike. Une épaisse fumée grise s'éleva à travers la cour. Il s'y déplaça comme un fantôme. Des années d'entraînement au combat prenaient le dessus. 2 officiers apparurent devant lui. Il en abattit un d'un coup à la gorge, balaya les jambes du second. Un cri de douleur déchira le chaos. Ghost est touché, rapporta Sarge. Jambe gauche traversée de part en part. Marcus changea de direction, se dirigeant vers la position de son ami. La voix de Pike retentit, ordonnant à ses hommes de cesser le feu. Il voulait Marcus vivant. Cette hésitation fut tout ce dont Marcus eut besoin. Il trouva Ghost derrière un transformateur électrique, du sang imbibant sa jambe de pantalon. « Peux-tu bouger comme un chien à 3 pattes ?» Ghost grimaça. « Mais oui. » Marcus passa le bras de Ghost sur son épaule. Sarge apparut à leur côté, tirant des tirs de couverture alors qu'ils se retiraient vers leur itinéraire d'extraction. Derrière eux, de nouvelles voix rejoignirent la mêlée. L'accent distinctif de Lucas perçant le vacarme. Ils atteignirent leur véhicule de secours. Une camionnette anonyme garée à 2 pâtés de maison. Alors que Sarge s'éloignait du trottoir, le téléphone de Marcus vibra. Numéro inconnu. « Tu es bon, soldat ?» La voix de Lucas suintait à travers le haut-parleur. « Mais tu es seul maintenant. Aucun badge ne t'aidera. Aucune loi ne te protégera. Tu aurais dû quitter la ville quand tu en avais l'occasion. Je vais te trouver, promit Marcus doucement. » Lucas rit. « Comme tu as trouvé tes parents. Regarde les nouvelles demain. Ton ami Visco a eu un malheureux accident en résistant à l'arrestation. Quel dommage. Apparemment, il s'est tiré 2 balles à l'arrière de la tête. » La ligne se coupa. Marcus ferma les yeux brièvement, la culpabilité le tordant. Une autre mort dont il était responsable. 20 minutes plus tard, ils étaient à la planque. Un loft industriel aménagé que Marcus avait préparé des années auparavant. Il nettoya et bandagua la blessure à la jambe de Ghost pendant que Sarge mettait en place un périmètre de sécurité. Traversé de part en part, confirma Marcus, resserrant le bandage. Tu as de la chance. Ça n'a pas l'air d'avoir de la chance, grogna Ghost. Pike et Lucas travaillent ensemble. C'est pourquoi ils avaient toujours une longueur d'avance. Marcus regarda ses mains, toujours tachées du sang de Ghost. La vue lui rappela son agenouillement à côté de ses parents dans cet entrepôt. Il avait échoué à les protéger. Il n'échouerait plus. Ils se coordonnent, dit-il en s'essuyant les mains. Pike fournit à Lucas des informations de police. Lucas s'occupe du sale boulot. Le registre les exposerait tous les 2. Et la remise de demain ? Demanda Sarge depuis sa position près de la fenêtre. C'est un piège, répondit Marcus. Ils s'attendent à ce que nous attaquions le dépôt. C'est pourquoi Pike est apparu ce soir. Pour nous faire peur, nous rendre négligents. Ghost se déplaça, grimaçant. Alors nous n'y allons pas. Non. Marcus se leva, se dirigeant vers la table où reposaient leurs armes. Nous y allons, mais nous ne jouons plus selon leurs règles. Il commença à démonter son fusil, chaque mouvement précis et délibéré. Demain, nous en finirons. Au loin, les sirènes de police hurlèrent dans la nuit d'Atlanta.
Marcus continua l'entretien de ses armes, ses mouvements mécaniques, son esprit cartographiant déjà l'assaut de demain. Pike et Lucas pensaient l'avoir acculé. Ils étaient sur le point d'apprendre pourquoi c'était une erreur fatale. Une épaisse couverture de brouillard s'élevait de la rivière Chattahoochee, enveloppant le dépôt fluvial d'un gris fantomatique. Marcus s'accroupit derrière une pile de conteneurs d'expédition, vérifiant sa montre. 4h47. Le lever du jour était encore à 1h. Côté et câblé, la voix de Sarge crépita dans son oreillette. Capteur de mouvement et plaque de pression tous actifs. Marcus toucha sa gorge. Mike, reçu. Côté ouest sécurisé. Comment va Ghost? Surveille les caméras depuis la camionnette. Dit que le convoi de Lucas vient de passer le point de contrôle du pont. Se déplaçant comme une ombre, Marcus se faufila entre les imposants conteneurs métalliques. Le labyrinthe de boîtes d'acier créait des couloirs de tir parfaits, des canaux qu'il avait passé des heures à mémoriser. Chaque intersection était maintenant équipée d'alarmes silencieuses, chaque coin couvert par des charges à distance soigneusement placées. Il marqua une pause à une jonction, fixant le dernier capteur de proximité. Des années d'opération des Delta Force lui avaient appris la patience. Le brouillard jouerait en leur faveur, limitant la visibilité à moins de 9 mètres. Dans ces conditions, l'avantage numérique de Lucas ne signifiait rien. 3 véhicules approchent de la porte principale, rapporta Ghost. 2 SUV, une fourgonnette blindée. Je compte 10 hommes et plus, Lucas. Marcus toucha la poignée usée de son MP5 silencieux. Rappelez-vous, nous devons le garder en vie assez longtemps pour qu'il parle. Reçu, répondit Sarge. Bien qu'après ce qu'il a fait à tes parents, concentration, le coupa Marcus. Le passé était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre en ce moment. Le doux grondement des moteurs portait à travers la brume. Les phares balayèrent le béton mouillé alors que les véhicules entraient dans le dépôt. Marcus compta les pas. Plusieurs équipes se dispersaient selon un schéma de recherche standard. Travail d'amateur. Ils regardaient en l'air et au loin, ne vérifiant pas les ombres à leurs pieds. Une voix dure retentit à travers le brouillard. Lucas, disperse-toi. Trouvez ce fils de paix avant qu'il, Marcus pressa le détonateur. 3 charges précisément placées explosèrent simultanément, leur force de concussion amplifiée par les conteneurs d'expédition. Les explosions n'étaient pas destinées à tuer, juste à désorienter et à séparer. Des cris de confusion remplirent l'air. Marcus bougea. Le premier garde tourna un coin, clignant encore des yeux après l'explosion. Un coup rapide à la gorge, suivi d'une clé de bras qui se termina par une fracture sauvage. L'homme tomba sans un bruit. 2 autres apparurent, armes levées. Marcus se glissa entre eux comme de l'eau. Un coude écrasa un larynx. Un genou brisa une rotule. Ses mains trouvèrent les points vitaux avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement était économique et brutal. Contact! Cria quelqu'un. Des coups de feu éclatèrent, des balles étincelant sur le métal. Marcus était déjà parti, glissant entre les conteneurs tandis que ses ennemis tiraient sur des ombres. Ils se séparent, mis à jour Ghost. 4 se dirigent vers l'est, 3 vers l'ouest. Lucas se dirige vers l'eau avec 2 gardes. Marcus déclencha une autre charge. L'explosion fit s'écrouler une pile de conteneurs vides, coupant le groupe de l'est. Le fusil de Sarge craqua 2 fois, 2 tirs nets, 2 corps au sol. Un garde arriva en courant à travers le brouillard, droit sur Marcus. Il attrapa le bras armé de l'homme, le tordit et le projeta face première contre un mur de conteneurs. L'impact laissa une trace sanglante sur le métal. Le registre. La voix de Lucas résonna. Apportez-moi ce maudit registre. Marcus se dirigea vers le son, tous ses sens en alerte. Un autre garde apparut. Celui-ci mieux entraîné. Ils échangèrent des coups dans l'espace étroit entre les conteneurs. Marcus reçut un coup violent aux côtes, mais riposta avec un coup de genou sauvage. Le garde tomba, serrant sa clavicule brisée. 5 à terre, rapporta Sarge. Le groupe de lait est bloqué. Tu veux que je les finisse? Négatif. Maintiens le confinement. Lucas est à moi. Le brouillard commençait à se dissiper alors que Marcus s'approchait du front de mer. Les gardes restants de Lucas devenaient désespérés, tirant follement sur tout mouvement.
Une rafale de tirs força Marcus à se couvrir. Il tira son couteau et attendit. Des pas approchèrent, précipités, maladroits. Le garde ne vit jamais la lame qui ouvrit son artère fémorale. « Patron, il faut y aller. » La voix paniquée du dernier garde porta clairement. « Ce type n'est pas humain. »« Tais-toi, » grogna Lucas. « C'est un homme seul. » Un seul. Le lancer de Marcus envoya le corps du garde tomber devant Lucas, la gorge écrasée par une tige d'acier précisément visée. Lucas se retourna, tirant son pistolet, mais Marcus était déjà en mouvement. Il repoussa l'arme et enfonça son genou dans le plexus solaire de Lucas. Ils s'écrasèrent ensemble sur les planches mouillées du quai. Lucas se battit comme un animal acculé, toute sa force désespérée et sa fureur. Il asséna un coup de poing solide à la mâchoire de Marcus, puis tenta de lui arracher les yeux. Marcus répondit avec une violence méthodique. Des coups courts et brutaux qui démantelèrent lentement les défenses de Lucas. Un coup de tête brisa le nez de Lucas. Un coup de coude disloqua son épaule. Chaque coup était mesuré, chaque blessure calculée pour causer un maximum de douleur avec un minimum de risque de mort. Finalement, Marcus le plaqua contre un poteau d'amarrage au bord du quai. L'aube se levait sur la rivière, dissipant les dernières volutes de brouillard. En dessous d'eux, l'eau sombre clapotait contre les pilotis. Lucas cracha du sang et sourit, ses dents écarlates. « Tu penses que me tuer va mettre fin à tout ça ?» ricana-t-il, même si la prise de Marcus se resserrait autour de sa gorge. La grenade flash frappa le quai avec un tintement métallique. Les instincts de combat de Marcus s'activèrent. Il se détourna, mais pas assez vite. Le monde explosa dans un blanc aveuglant. Ses oreilles sifflaient alors que la botte de Lucas le frappait à la poitrine, le faisant tituber. « Pas si parfait maintenant, soldat !» se moqua Lucas. Marcus cligna des yeux furieusement, essayant de retrouver sa vision. Les formes s'estompaient et doublaient. Il dévia à peine le coup de couteau sauvage de Lucas, sentant la lame lui entailler l'avant-bras. Du sang coulait le long de sa manche. Lucas accentua son avantage, lançant une rafale de coups. Marcus recula, se fiant à sa mémoire musculaire et au son pour se défendre. Un coup de poing effleura sa mâchoire. Une autre poussée de couteau vint dangereusement près de sa gorge. « Ta mère est morte en pleurant », cracha Lucas. Suppliant comme une, la vision de Marcus revint juste assez. Il attrapa la main armée de Lucas et la tordit sauvagement. Les os craquèrent. La lame tomba sur le quai. Lucas hurla et donna un coup de tête à Marcus, lui fendant le sourcil. Ils s'écrasèrent contre une pile de chaînes lourdes. Marcus en saisit une longueur et la fit tournoyer comme un fouet. Lucas esquiva, mais la chaîne s'enroula autour d'un tuyau derrière lui. Marcus tira, arrachant le tuyau dans un jet de rouille et de calcaire. Lucas s'empara du tuyau et le balança à la manière d'une batte de baseball vers la tête de Marcus. Marcus roula sous le coup. Le tuyau s'écrasa contre une caisse, projetant des éclats. Se relevant à l'intérieur de la garde de Lucas, Marcus enfonça son coude dans le nez déjà brisé de l'exécuteur. Le sang gicla. Lucas trébucha en arrière, jurant en italien. Il cracha une dent sur les planches mouillées. Ses yeux étaient maintenant sauvages, le regard d'un homme qui réalisait qu'il pourrait ne pas s'en sortir. « Ton père est mort le premier », ricana Lucas, tournant autour de lui. Nous l'avons forcé à regarder. Enzo le voulait ainsi. La vision de Marcus devint rouge. Il chargea, mais Lucas était prêt. Ils se bousculèrent au bord du quai, échangeant des coups sauvages. Marcus reçut un coup de genou aux côtes. Il répondit par une frappe à la paume qui écrasa la trachée de Lucas. Haletant, Lucas balança à nouveau le tuyau. Marcus l'attrapa et le tordit, utilisant l'élan de Lucas pour le projeter face première contre une poutre de soutien en acier. L'impact laissa une trace cramoisie. Avant que Lucas ne puisse se rétablir, Marcus lui donna un coup de pied dans les jambes. Ils traversèrent une grille rouillée couvrant une plateforme de chargement. Le métal hurla alors qu'il tombait. Marcus atterrit sur le dessus, enfonçant son genou dans la poitrine de Lucas. Le souffle de l'exécuteur le quitta dans un sifflement. Le registre, grogna Marcus, épinglant les bras de Lucas avec ses genoux. Où est-il? Lucas essaya de le repousser, mais Marcus lui frappa la tête contre la plateforme. Parle.
Va au diable. Lucas cracha du sang. Enzo me tuera de toute façon. Marcus pressa son avant-bras sur la gorge de Lucas. La mort arrive de toute façon. Rapide ou lente, ton choix. La pression augmenta. Les yeux de Lucas exorbitèrent. Finalement, il tapota frénétiquement le bras de Marcus. Marcus relâcha juste assez pour le laisser parler. Enzo, haleta Lucas. Il l'a ordonné personnellement. Ta mère. Elle avait la preuve de tout. Vol de propriété, pot de vin, meurtre. Le registre aurait exposé toute son opération. Où est-il maintenant? Séparés, différents endroits. Assurance. Lucas toussa d'une voix rauque. Enzo garde la copie principale dans son coffre-fort de bureau. La combinaison. Elle est dans mon téléphone. Marcus sortit son téléphone. Tu vas enregistrer chaque mot que tu viens de dire. Nom, date, lieu, tout. Le rire de Lucas était amer. Alors tu me livreras aux flics. Je suis mort de toute façon. Non, tu feras face à la justice. La vraie justice. Marcus appuya sur le bouton d'enregistrement. Commence à parler. La confession de Lucas s'échappa. Date, nom, compte. Comment Enzo avait ordonné le meurtre des Hayes? Comment le détective Pike l'avait dissimulé? Tout le système corrompu mis à nu par les mots d'un homme brisé. Quand ce fut fait, Marcus attacha les mains de Lucas. Tania s'en assurera. Arrêtez. Police. La voix du détective Pike déchira l'aube comme un couteau. Il se tenait au bord du quai, son pistolet pointé fermement sur Marcus. Deux officiers en uniforme le flanquaient, armes dégaînées. Reculez, Marcus, ordonna Pike. Ça se termine maintenant. Marcus leva lentement les mains. C'est fini, Pike. Nous avons sa confession. Non. Le sourire de Pike était froid. Ce que nous avons, c'est un justicier qui a assassiné Lucas Maroney dans une vengeance. N'est-ce pas, officier? Les flics en uniforme hochèrent la tête mécaniquement. Les hommes de Pike. L'arme du détective se déplaça légèrement. Le coup de feu retentit sur l'eau. Le corps de Lucas tressaillit une fois et resta immobile, un trou rouge dans sa tempe. Avant que Marcus ne puisse bouger, Pike tira à nouveau, la balle sifflant près de son oreille. « Officier à terre !» cria Pike à sa radio. Le suspect est armé et dangereux. Coup de feu tiré. Marcus plongea alors que d'autres balles déchiraient la plateforme. Il roula derrière un conteneur, son esprit en ébullition. Pike l'avait parfaitement joué. Maintenant, il serait recherché pour le meurtre de Lucas. Toutes les unités convergent, la voix de Pike porta clairement. Le suspect se dirige vers le sud le long de la rivière. Tirer pour tuer. C'est un tueur de flics maintenant. Marcus sprinta à travers le labyrinthe de conteneurs, les sirènes hurlant au loin. Il atteignit son camion juste au moment où les premières voitures de patrouille hurlaient dans le dépôt. Les pneus crissaient alors qu'il accélérait, le sang coulant de ses diverses blessures. Les lumières rouges et bleues remplissaient son rétroviseur. Marcus se fraya un chemin dans la circulation avant l'aube, l'enregistrement de la confession brûlant un trou dans sa poche. Il devait survivre. Il devait faire parvenir la vérité à Tania. Les sirènes se rapprochèrent. Marcus aperçut un tunnel de drainage pluvial devant lui. Il éteignit ses lumières et tourna brusquement, les pneus dérapant sur le béton mouillé. Le camion disparut dans l'obscurité. À l'intérieur du drain, l'eau gouttait régulièrement. Marcus s'effondra contre le volant, la poitrine haletante. Le sang coulait sur son visage. « Maman, papa » murmura-t-il dans l'obscurité. « Je suis désolé. » Au-dessus, les sirènes passèrent en effet Doppler alors que les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel oriental. La lumière du soleil matinal s'infiltrait par les fenêtres poussiéreuses, projetant des ombres nettes sur le sol de la planque de Marcus. Il était affalé sur une chaise pliante en métal, pressant un chiffon imbibé de sang contre son sourcil. Ses muscles lui faisaient mal à cause du combat sur le quai. La télévision à bas prix dans le coin diffusait en sourdine des nouvelles de dernière minute. Suspecté du meurtre de la figure du crime organisé Lucas Maroney. La police considère Marcus Hayes armé et extrêmement dangereux.
Un léger coup à la porte le fit se tendre. 3 coups rapides, puis 2 lents. Le signal de Tania. Marcus pressa son pistolet contre lui alors qu'il vérifiait le Judas, puis la laissa rapidement entrer. Mon Dieu, Marcus, les yeux de Tania s'écarquillèrent devant son état. Elle portait une trousse de premiers secours et des vêtements propres. Tu as l'air terrible. J'ai vu pire. Il grimaça alors qu'elle commençait à nettoyer ses blessures. L'antiseptique piquait. Il t'appelle un tueur de flics, dit-elle doucement, tamponnant son sourcil. La conférence de presse de Pike t'a dépeint comme un justicier qui a exécuté Lucas de sang-froid. La mâchoire de Marcus se serra. Pike l'a abattu. Il a tué son propre informateur pour couvrir leurs traces. Je te crois. Les mains de Tania étaient douces mais fermes alors qu'elle appliquait des pansements papillons. Mais nous devons être intelligents. J'ai des contacts au ministère de la Justice. Avec la confession de Lucas et les preuves du registre, le temps que le FBI agisse, Enzo sera parti. Marcus se leva, ignorant la protestation de ses côtes meurtries. Il planifie déjà son évasion. La réunion de ce soir avec les fonctionnaires de la ville est sa dernière carte. Tania le suivit jusqu'au centre de commandement improvisé de la planque. Une table de cartes couverte de cartes et de photos de surveillance. Comment sais-tu pour la réunion? Marcus tapota l'écran de son ordinateur portable. Ghost a intercepté des messages cryptés avant il marqua une pause. Avant que Pike ne lui tire dessus. Les contrats de développement sont signés ce soir. Une fois cela fait, Enzo liquide tout et disparaît. Alors laisse-moi l'exposer d'abord. Tania sortit son téléphone, lui montrant des brouillons de mai. J'ai 3 journalistes prêts à publier l'histoire. Les documents du registre prouvent tout. Les pots de vin, les meurtres, l'implication de Pike. Nous pouvons le faire tomber légalement. Et combien de personnes meurent pendant que nous attendons que le système fonctionne? Marcus vérifia ses armes avec une précision mécanique. Combien de familles de plus sont détruites? Il ne s'agit plus seulement de vengeance, insista Tania. Tes parents ont combattu la corruption avec la vérité, pas la violence. Ils croyaient en la justice. Et regarde où ça les a menés. Les mots explosèrent de Marcus avant qu'il ne puisse les arrêter. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tania lui toucha doucement le bras. Il croyait aussi en toi, à faire ce qui est juste, pas seulement ce qui est opportun. Les épaules de Marcus s'affaissèrent. Il regarda la photo de ses parents de la collecte de fonds prise quelques jours auparavant. Leur sourire le hantait. Je dois finir ça, dit-il doucement. À ma manière. Ce soir. Tania travailla sur son ordinateur portable pendant que Marcus préparait son équipement. Elle téléchargea des fichiers cryptés sur des serveurs sécurisés, établissant des interrupteurs d'hommes morts qui libéreraient tout si quelque chose leur arrivait à l'un ou à l'autre. La lumière de l'après-midi s'estompait lorsque Marcus s'arma finalement. Chargeur frais, pièces de rechange, équipement de communication. Il se déplaçait comme un homme qui avait fait cela 1000 fois auparavant. Les contacts avec la presse sont prêts, dit Tania. Une fois que je confirme l'histoire, elle sera diffusée en quelques heures. Tout le château de cartes s'effondrera. Marcus hocha la tête. Si Enzo s'échappe, au moins son empire brûle. Il vérifia sa montre. La réunion est à 21h, quartier de l'entrepôt près de l'ancienne usine de sucre. Marcus. La voix de Tania se brisa légèrement. Il est encore temps de faire ça différemment. Il se tourna vers elle, voyant non seulement une alliée, mais une amie qui l'avait soutenue à travers tout, qui avait lutté pour la justice à sa manière, tout aussi férocement que lui. Si je ne reviens pas, dit-il doucement, l'embrassant sur le front. Assure-toi que le monde sache. Assure-toi qu'il sache pourquoi mes parents sont morts. Tania le serra fort dans ses bras. Sois prudent. Pike aura toute la force à tes trousses. Bien. Le sourire de Marcus était sombre. Ça les occupera pendant que je m'occupe d'Enzo. Il se dirigea vers son camion, chaque pas mesuré et déterminé. Le poids de son équipement lui semblait familier, presque confortable. C'était pour cela qu'il s'était entraîné toutes ces années dans les deltas, pour rendre justice à ceux qui se croyaient au-dessus de tout. La ligne d'horizon de la ville brûlait d'orange et de cramoisi alors que le soleil se couchait. Marcus conduisait régulièrement vers les quais,
l'esprit clair et concentré. La radio crépitait de bavardages policiers. Des unités toujours en recherche, toujours à la chasse. Qu'il court après les ombres. Il n'avait qu'une seule cible maintenant. Le trafic diminua alors qu'il entrait dans le quartier des entrepôts. Les bâtiments abandonnés se dressaient comme d'anciens sentinelles. Quelque part devant, Enzo attendait avec ses fonctionnaires corrompus, se croyant intouchables. Marcus vérifia ses armes une dernière fois. Le ciel s'assombrit en un rouge profond, puis en violet. La nuit tombait sur Atlanta comme un linceul. Marcus se gara dans une ruelle sombre et commença ses dernières préparations. Tout ce qui allait suivre se passerait dans l'obscurité. C'était son élément maintenant. C'est là que la justice serait enfin rendue. Marcus s'accroupit sur le coffre de son SUV, vérifiant méthodiquement chaque arme. Les faibles lumières fluorescentes du parking souterrain projetaient des ombres dures sur l'ensemble de l'équipement tactique. Ghost était assis à proximité sur une caisse de munitions, enroulant de la gaze fraîche autour de sa blessure à la cuisse. « Tu n'as pas à faire ça, » dit Marcus, sans lever les yeux de son travail. « Cette jambe a besoin de repos. » Ghost renifla. « Pas question que je reste en dehors de ça. » Il testa son poids sur la jambe blessée. « D'ailleurs, quelqu'un doit surveiller tes arrières. » Sarge émergea des ombres, portant les plans de la villa d'Enzo. Il les étala sur le capot du SUV, lestant les coins avec des chargeurs. Les détails de sécurité viennent d'arriver, 4 équipes de patrouilles tournantes, des capteurs de mouvement sur le périmètre et des entrepreneurs militaires privés sur le terrain. Marcus traça les points d'entrée potentiels avec son doigt. Des entrepreneurs, ça veut dire qu'ils sont disciplinés. Pas de tir aléatoire et de prière quand les choses tournent mal. Ils bougeront tactiquement. Protégeront leurs principes. Comme au bon vieux temps, dit Ghost, boitant pour étudier les plans. Tu te souviens de Bagdad? Le complexe de ce trafiquant d'armes. Cette fois, nous ne laisserons personne en vie pour se rendre, répondit Marcus froidement. Les pas de Tanya résonnèrent dans le garage alors qu'elle s'approchait. Un ordinateur portable sous le bras. Les contacts de presse sont prêts. Plusieurs médias, dépôts automatisés, serveurs redondants. Elle ouvrit l'ordinateur, montrant à Marcus le calendrier. Tout sera en ligne à l'aube. Le registre, l'implication de Pike, les déclarations des témoins, tout. Marcus hocha la tête. Bien. D'ici là, peu importe si les hommes d'Enzo essaient de le supprimer. Il sortit une petite caméra vidéo de son sac d'équipement. J'ai besoin d'enregistrer quelque chose d'abord. Les autres lui laissèrent de l'espace alors qu'il installait la caméra sur une caisse. Marcus s'assit, ajusta le cadre et prit une profonde inspiration. Le voyant rouge clignota. Mon nom est Marcus Hay. Si vous voyez ceci, je suis probablement mort. Sa voix était stable, contrôlée. Il y a 3 nuits, mes parents, Evelyn et Walter Hay, ont été assassinés sur ordre d'Enzo Moretti. Ils sont morts en protégeant les preuves de ces crimes, blanchiment d'argent, corruption de fonctionnaires de la ville et meurtre. Il détailla tout. L'enlèvement, la trahison de Pike, la mort de Lucas. Chaque mot précis, ne laissant aucune place à la manipulation de la vérité. Ce que je suis sur le point de faire n'est pas une vengeance. C'est une question de justice, de finir ce que mes parents ont commencé. Marcus marqua une pause, le souvenir le submergeant. Il avait 12 ans à nouveau, assis dans leur cuisine après une bagarre dans la cour de l'école. Les mains douces de sa mère nettoyant ses jointures éraflées. Se battre n'est pas toujours mal, Marcus, avait-elle dit doucement. Mais le vrai courage n'est pas dans ce que tu fais sur le moment. C'est dans ce que tu laisses derrière toi. La vérité que tu protèges, les gens que tu défends. C'est ce qui compte. Le souvenir s'estompa. Marcus regarda directement la caméra. Tout ce que j'ai fait, tout ce qui suit est documenté et vérifié. Les preuves sont avec des sources fiables. Enzo Moretti et toute son opération se terminent ce soir. La vérité que mes parents sont morts en protégeant survivra. Il arrêta l'enregistrement. Tanya prit la carte mémoire, l'ajoutant à ses fichiers d'interrupteurs d'hommes morts. Marcus, commença-t-elle. Non. Il la coupa doucement. Nous avons déjà traversé ça. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Reviens juste vivant.
Il y a eu assez de martyrs. Ghost et Sarge chargèrent le reste de l'équipement, charge de brèche, vision nocturne, fourniture médicale. Leurs mouvements étaient exercés, efficaces. Ils avaient fait cette danse d'innombrables fois dans d'innombrables zones de guerre. Marcus enfila son gilet tactique, vérifiant les plaques de céramique. Chaque chargeur trouva sa poche désignée, chaque grenade flash sa bonne place. Le poids lui semblait juste, familier. C'était le soldat qu'il avait essayé de laisser derrière lui. Maintenant nécessaire une dernière fois. Vérification des communications, dit Sarge, distribuant des radios cryptées. Ils parcoururent les canaux, confirmant des signaux clairs. Ghost testa à nouveau sa jambe. Satisfait de la mobilité. N'oubliez pas, les hommes d'Enzo auront de l'imagerie thermique. Nous devrons bouger vite une fois que nous aurons percé. Vérification de l'heure, annonça Marcus. 23 heures. La réunion d'Enzo commence dans 30 minutes. Nous nous déplaçons dans 20. Ils se rassemblèrent autour des plans une dernière fois. Marcus traça leurs itinéraires d'approche, les plans de contingence, les points de ralliement. Chaque détail devait être parfait. Ils ne pouvaient pas se permettre d'erreur. C'est pour Walter et Evelyn, dit Sarge doucement. Les autres hochèrent la tête. Marcus ferma les yeux brièvement, se recentrant. Quand il les ouvrit, son regard était d'acier. Montez. Ils montèrent dans 2 SUV blindés, Ghost et Sarge dans l'un. Marcus seul dans le véhicule de tête. Les moteurs grondèrent, résonnant sur les murs de béton. Tania se tenait à l'entrée du garage, silhouettée par les lumières de la rue. Elle leva la main en signe d'adieu alors qu'ils sortaient dans la nuit. Les rues de la ville étaient presque vides, ce qui facilitait le maintien de la distance entre les véhicules. Marcus conduisait mécaniquement, la mémoire musculaire le guidant tandis que son esprit parcourait les scénarios, les angles d'attaque, les complications potentielles. Les caméras de circulation capturèrent de brefs aperçus des SUV traversant les intersections. Au matin, ces images feraient partie du dossier de preuve. D'une manière ou d'une autre, tout serait exposé. Ils tournèrent sur la route d'accès menant au complexe privé d'Enzo. Des arbres denses bordaient les 2 côtés, leurs branches projetant des motifs changeants au clair de lune. Devant, les lumières de sécurité marquaient leur cible comme un phare. Marcus vérifia sa montre. 7 minutes avant qu'ils ne franchissent le périmètre. Dans ses rétroviseurs, il vit les phares de Ghost et Sarge, stables et inébranlables. Le poids de son arme pressait son flanc, froid et certain. Le clair de lune scintilla sur les canons des armes et l'équipement tactique alors qu'ils faisaient leur dernière préparation. La nuit semblait retenir son souffle, attendant. Le convoi éteignit ses phares à un demi-mile du domaine d'Enzo. Marcus guida son SUV en utilisant la vision nocturne. Le monde teinté de vert devant montrait des gardes armés patrouillant la clôture du périmètre. Il appuya sur sa radio. Exécuté. La voix de Ghost crépita en retour. Reçu. Je coupe le courant maintenant. Les lumières du domaine s'éteignirent par section. Les systèmes de sécurité tombèrent en panne alors que leur générateur de secours tombait mystérieusement en panne. À travers son télescope, Marcus observa la confusion se propager parmi les gardes. Ils levèrent leurs armes, balayant l'obscurité. En mouvement vers le point alpha, murmura Marcus. Il sortit de son véhicule, ses bottes silencieuses sur l'herbe mouillée. La tour de garde devant abritait 2 hommes, tous 2 concentrés vers l'extérieur. Marcus leva son fusil silencieux et pressa la gâchette 2 fois. Les gardes tombèrent sans bruit. Tour dégagée. Sarge. Périmètre électronique désactivé. Tu as 4 minutes avant que leur protocole ne s'active. Marcus se déplaça comme une ombre le long de la clôture. 3 autres gardes approchèrent, parlant rapidement dans leur radio. Il attendit qu'ils se regroupent, puis tira. Des tirs précis, pas de munitions gaspillées. Ils s'effondrèrent en plein mouvement. La voix de Ghost devint urgente sur les communications. Véhicule approchant de la porte principale. On dirait la voiture de Pike. Laissez-le passer, ordonna Marcus. Nous le voulons à l'intérieur pour ça. La porte s'ouvrit automatiquement. Le travail de Sarge avec le système de sécurité. La berline de Pike roula. Le détective ignorant qu'il était observé à travers plusieurs télescopes.
Marcus atteignit le muret. Début de l'effraction. Ghost. Balaie l'ouest. Sarge. Maintient la surveillance sur les voies d'évacuation potentielles. Il plaça des charges creuses aux points faibles structurels. Les petites explosions étaient à peine plus fortes que des claquements de mains, mais elles ouvrirent des trous nets dans le mur du périmètre. Marcus se glissa à travers. Armes levées. Le jardin au-delà abritait d'autres gardes, des entrepreneurs militaires privés en tenue tactique. Ils se déplaçaient avec une discipline professionnelle, sécurisant les secteurs. Marcus en compta 8, tous avec imagerie thermique. Élimination des thermiques, Radio Ghost. Son premier tir brisa les lunettes de vision nocturne d'un garde. Les autres se tournèrent vers le son, s'exposant. Marcus et Ghost tirèrent simultanément. 4 tombèrent avant que les autres ne puissent réagir. Des tirs de riposte crépitèrent dans le jardin. Des balles s'enfoncèrent dans les arbres et la pierre alors que Marcus roulait entre les couvertures. Il perçut un mouvement à sa gauche. Un entrepreneur essayant de flanquer. 2 tirs à la poitrine le firent tomber. Caméras internes accédées, rapporta Sarge. Diffusion en direct à Tania maintenant. Elle la diffuse au serveur des médias. Marcus se dirigea vers la maison principale. Plus de gardes émergèrent des portes latérales, mais ils étaient silhouettés contre les lumières intérieures. Des cibles faciles. Son fusil silencieux toussa régulièrement, chaque coup trouvant sa cible. Contact à droite. Cria Ghost. Des coups de feu éclatèrent depuis l'approche ouest. Marcus entendit Ghost grogner de douleur. Touché au bras. Je vais bien. Replie-toi. Pas le temps. Ghost le coupa. Continue d'avancer. Je m'occupe de ce secteur. Marcus atteignit l'entrée de service de la maison. La porte était en acier renforcé, mais pas les charnières. 3 tirs précis la firent tomber vers l'intérieur. Il enjamba la porte tombée dans une cuisine. 2 gardes du corps se précipitèrent. Des mitraillettes levées. Marcus tira le premier à la gorge. Le second tira une rafale qui brisa les portes des armoires avant que le tir de riposte de Marcus ne l'atteigne au visage. Pike se dirige à l'étage, appela Sarge. On dirait qu'il prévient Enzo. Bien. Marcus rechargea en douceur. Qu'il se regroupe. Il traversa la maison avec une efficacité entraînée. Chaque pièce fut fouillée méthodiquement. Les coins vérifiés, les angles couverts, aucun espace laissé sans surveillance. Des corps marquaient sa progression. Un garde apparut au coin avec un fusil de chasse. Marcus lui tira 2 fois dans la poitrine, puis perçut un mouvement derrière lui. Un autre entrepreneur levant un fusil. Marcus se jeta sur le côté alors que des balles déchiraient le papier peint. Il roula, se releva en tirant. L'entrepreneur chancela mais resta debout jusqu'à ce que Marcus lui mette une 3e balle dans l'œil. 15 cibles éliminées, rapporta Marcus. Statut. Côté ouest sécurisé, dit Ghost, respirant lourdement. Les bras sont traversés de part en part. Toujours fonctionnel. Les caméras externes ne montrent aucun renfort entrant, ajouta Sarge. Tania confirme que le flux est en direct. Les principaux réseaux le reprennent. Marcus gravit les escaliers principaux, enjambant 2 autres gardes qu'il avait abattus. Du sang tachait la moquette coûteuse. Devant, il entendit la voix de Pike, urgente et effrayée. Ils sont à l'intérieur. Nous devons, un coup de feu le coupa. Marcus bougea plus vite. L'étage supérieur abritait les bureaux privés d'Enzo. Marcus franchit 2 antichambres, trouvant 3 autres gardes morts. Pike avait été occupé à éliminer les témoins. Approche de la position finale, radio Marcus. Ghost, scelle la sortie est. Sarge, maintient la surveillance sur les voies d'évacuation potentielles. Il tourna le dernier coin. Une lourde porte en bois se tenait fermée devant. Le bureau d'Enzo. 2 autres corps gisaient devant. Des blessures d'exécution à la tête. L'œuvre de Pike éliminant les détails gênants. Marcus vérifia son chargeur. Plein. Il roula ses épaules, relâchant les muscles tendus par le combat. À travers la porte, il entendit Pike et Enzo se disputer. Tu as promis que ça ne pouvait pas arriver.
cria Enzo. Tu as dit qu'il était maîtrisé. Tais-toi et laisse-moi réfléchir. Répliqua Pike. Nous avons encore des options. Marcus se tint devant la porte, arme prête. Tout avait mené à ce moment. Le meurtre de ses parents, la corruption, les trahisons. Derrière cette porte attendaient les hommes responsables de tout cela. Il prit une inspiration. Ça se termine maintenant. Marcus défonça la porte avec une force explosive, le bois éclata autour des charnières renforcées. Le lourd panneau s'écrasa vers l'intérieur alors qu'il roulait à travers l'ouverture, son arme balayant la pièce. Des boiseries en acajou riche tapissaient les murs, les lumières de la ville scintillant à travers les fenêtres du sol au plafond derrière un bureau énorme. Enzo Moretti se tenait calmement derrière, les mains jointes devant lui comme un PDG lors d'une réunion de conseil. Le détective Pike le flanquait, son arme de service déjà tirée, mais tenue lâchement à son côté. Aucun des deux hommes ne montra de surprise face à l'intrusion. Entrée dramatique, dit Enzo, sa voix cultivée ne portant qu'un léger intérêt. Bien que je n'ai rien attendu de moins d'un homme de votre milieu, il fit un geste vers la destruction autour d'eux. Toute cette violence est pourquoi? Vous ne pouvez pas tuer le système, monsieur Hay. Couper une tête, deux autres repoussent. Marcus se leva lentement, gardant son fusil braqué sur Pike. Je ne suis pas ici pour tuer le système. Il tendit la main dans son gilet tactique, en sortant une petite clé USB. Le cylindre métallique capta la faible lumière alors qu'il la jeta sur le bureau d'Enzo. Je suis ici pour l'exposer. Les yeux d'Enzo se plissèrent sur l'appareil. Avant qu'il ne puisse répondre, Marcus appuya sur un bouton de sa radio. Les énormes écrans qui tapissaient les murs du bureau s'animèrent soudainement. Le contenu du registre remplit chaque moniteur. Numéro de compte, enregistrement de transfert, transactions immobilières, tous liés à Moretti Holdings. À côté des données financières accablantes, la confession enregistrée de Lucas Joie avec des détails macabres. Vous avez forcé mes parents à regarder pendant que vous les assassiniez, dit Marcus, sa voix mortellement calme. Maintenant, le monde entier va regarder votre empire s'effondrer. Les jointures de Pike blanchirent sur la poignée de son arme. Cela ne change rien. Votre parole contre, une nouvelle fenêtre apparut sur les écrans. Des informations en direct. Le propre visage de Pike le regarda en retour, à côté de titres sur la corruption policière et le crime organisé. Des relevés bancaires montraient des années de pot de vin. Son dossier personnel, sa connexion à de multiples meurtres non résolus, tout. Tania dit bonjour, ajouta Marcus. Elle a été très occupée ce soir. La couleur quitta le visage de Pike alors qu'il réalisait l'ampleur de son exposition. Son arme vacilla, l'incertitude remplaçant son masque professionnel. Tout ce qu'il avait construit, toute sa manipulation prudente du système, mis à nu à la télévision nationale. La paume d'Enzo claqua finalement. Avec une vitesse surprenante pour son âge, il se jeta vers le tiroir de son bureau. Marcus était déjà en mouvement alors que la main d'Enzo émergeait avec un pistolet chromé. Le fusil aboya une fois, faisant tomber l'arme dans un jet de sang et de bois brisé. Mais Enzo était engagé maintenant. Il franchit le bureau avec une agilité inattendue, enfonçant son épaule dans la poitrine de Marcus. Ils s'écrasèrent ensemble contre une bibliothèque, des volumes reliés en cuir pleuvant autour d'eux. Le fusil de Marcus tomba en s'entrechoquant alors qu'ils se battaient. Enzo luttait avec la force désespérée d'un animal acculé. Il enfonça un genou dans les côtes de Marcus, puis sortit une lame cachée qui brillait dans la lumière artificielle. Marcus se tordit à peine alors qu'elle lui fendait la gorge. Le deuxième coup l'atteignit à l'épaule, une douleur brûlante s'épanouissant alors que l'acier fendait la chair. Pike resta figé, son arme à moitié levée, incapable d'obtenir un tir clair alors que les deux hommes luttaient. Son hésitation s'avéra coûteuse. La voix de Ghost crépita à la radio de Marcus. Cible acquise. Marcus enfonça son front dans le nez d'Enzo, créant de l'espace. Du sang gicla entre eux alors qu'Enzo titubait en arrière. Marcus saisit le bras armé du gangster et le tordit, les os craquant. La lame tomba. Avant qu'Enzo ne puisse se rétablir, Marcus déchaîna une combinaison sauvage. Coup de genou au plexus solaire, coup de coude à la tempe, puis un puissant lancer qui envoya Enzo s'écraser à travers sa précieuse table basse en verre. Pike prit enfin sa décision.
Il se tourna pour fuir et se retrouva face au canon des armes de Ghost et Sarge dans l'embrasure de la porte. Son arme tomba au sol alors qu'il levait les mains. Enzo essaya de se relever des débris scintillants, le verre craquant sous ses chaussures coûteuses. Marcus fut sur lui instantanément. Une main serrée autour de la gorge d'Enzo, le repoussant contre la fenêtre. La ville scintillait loin en dessous alors que Marcus appliquait une pression. Mes parents croyaient en la justice, grogna Marcus. À faire les choses correctement, à leur manière. Sa prise se resserra alors qu'Enzo griffait faiblement son bras. Heureusement pour toi, j'ai fait la promesse d'honorer cette croyance. Il relâcha juste assez de pression pour éviter l'inconscience. Enzo s'affaissa, haletant alors que Marcus lui passait brutalement les menottes derrière le dos. Des sirènes hurlèrent au loin, se rapprochant. Équipe d'intervention du FBI en approche, rapporta Sarge depuis sa position. L'agent Reeves les dirige personnellement. Ils ont regardé tout le flux. Marcus tira Enzo sur ses pieds, ignorant la douleur brûlante à son épaule. Des lumières rouges et bleues commençaient à se refléter sur les fenêtres alors que les véhicules fédéraux envahissaient le domaine. À travers la porte brisée, il pouvait entendre des bottes résonner dans les escaliers. C'est fini, dit Marcus, poussant Enzo vers les agents arrivant. Le système vient de se tuer lui-même. L'agent Reeves fit irruption avec son équipe tactique. Arme levée. Elle observa la scène, la confession diffusée, le registre exposé, les deux hommes menottés. Ses yeux vifs notèrent les blessures de Marcus, la destruction, le prix de la justice. Elle acquiesça professionnellement. Nous prenons le relais, monsieur Hay. Marcus recula alors que les agents fédéraux sécurisaient Enzo et Pike. Les premiers rayons de l'aube commençaient à s'infiltrer par les fenêtres brisées, peignant le chaos d'une douce lumière dorée. Son épaule battait à chaque battement de cœur, le sang imbibant son gilet tactique. Des corps et des douilles jonchaient les couloirs derrière lui. La violence de la nuit était écrite dans toutes les directions. Se déplaçant avec raideur, il se tourna vers la porte. Des sirènes remplirent l'air du matin alors qu'il boitait dans le couloir, laissant les agents fédéraux traiter son travail. Une bataille gagnée, mais la guerre pour l'héritage de ses parents ne faisait que commencer. Marcus émergea de la villa d'Enzo sous la lumière crue du matin, clignant des yeux alors que des flashs d'appareils photo éclataient derrière les barrières de police. Des fourgonnettes de presse bordaient l'allée circulaire, leurs antennes paraboliques tendant vers le ciel qui s'éclaircissait. La frénésie médiatique avait déjà commencé. Des agents fédéraux menèrent Enzo Moretti et le détective Pike par la grande entrée du manoir. Les deux hommes étaient menottés et entourés d'équipes tactiques. Le costume parfaitement ajusté d'Enzo était déchiré et ensanglanté. Son calme habituel était brisé. Pike gardait la tête basse, la honte inscrite à chaque pas alors que ses collègues officiers assistaient à la disgrâce de leur ancien camarade. Les reporters hurlaient des questions, les microphones tendus comme des lances. Monsieur Moretti, depuis combien de temps corrompez-vous des fonctionnaires de la ville? Détective Pike, quel a été votre rôle dans les meurtres des Hay? Avez-vous ordonné l'exécution de Walter et Evelyn Hay? Les questions devinrent un rugissement assourdissant. Le visage d'Enzo se tordit de rage alors que les caméras capturaient sa chute. Pike sembla se recroqueviller à chaque flash, sa carrière policière se terminant par une humiliation publique. Ils furent conduits vers des véhicules de transport séparés, leur marche forcée synchronisée diffusée en direct à travers Atlanta. Au milieu du chaos, Marcus aperçut Tanya au cordon de police. Elle lui fit signe de la main, son comportement professionnel contenant à peine son excitation. Alors qu'il s'approchait, elle sortit une épaisse enveloppe Kraft de sa mallette. Tout juste sortie de l'imprimante fédérale, dit-elle en lui tendant le document. Mandat d'arrêt pour 3 membres du conseil municipal, 2 juges et le maire adjoint. Tous liés aux combines immobilières d'Enzo. Son sourire était féroce. Tu n'as pas seulement vengé tes parents. Tu as nettoyé une ville. Marcus feuilleta les mandats, reconnaissant des noms qu'il avait vus dans le registre de ses parents. Les preuves ont mieux tenu que nous l'espérions. L'unité des crimes financiers du FBI dit que tes parents ont tout documenté parfaitement. Du classique Walter et Evelyn. Ils se sont battus avec des papiers au lieu de balles. Elle lui serra le bras, bien que parfois tu aies besoin des deux. Des hélicoptères de presse survolaient alors que d'autres arrestations commençaient à travers Atlanta. Marcus observa la répression coordonnée à travers les mises à jour textuelles de l'agent Reeves. Des fonctionnaires corrompus escortés hors de l'hôtel de ville.
Des juges escortés hors des tribunaux. Des années de corruption systématique traînées au grand jour. Son téléphone vibra avec des alertes de dernières nouvelles. Flash. Le magnate de l'immobilier Enzo Moretti arrêté lors d'une vaste opération anticorruption. Un détective de police parmi des dizaines d'accusés dans une entreprise criminelle à Atlanta. Les preuves des activistes assassinés exposent un réseau de corruption à l'échelle de la ville. Tanya fit défiler son propre téléphone. La propriété du centre communautaire a déjà été rendue à la fiducie. La session d'urgence du conseil municipal a voté pour le renommer le centre mémorial Walter et Evelyn Haye. Elle leva les yeux vers Marcus. L'héritage de tes parents est sécurisé. Marcus hocha la tête, l'émotion menaçant de briser son sang-froid. Je dois vérifier Ghost. L'hôpital était plus calme que le chaos extérieur, bien que les nouvelles défilaient silencieusement sur les télévisions de la salle d'attente. Marcus trouva Ghost dans une chambre privée, son bras professionnellement bandé, l'air agacé par l'observation obligatoire. Voilà mon armée d'un seul homme, dit Ghost en souriant. Tu as l'air pire que moi. Marcus s'effondra sur la chaise à côté du lit, ses propres blessures commençant à se faire sentir maintenant que l'adrénaline s'était estompée. La retraite n'est plus ce qu'elle était. En parlant de retraite, Ghost fit un geste vers la télévision où l'arrestation d'Enzo passait en boucle. Je dirais que nous l'avons bien mérité cette fois. Plus de raids de minuit, plus d'équipement tactique, juste la pêche et le mauvais golf. Tu détestes la pêche. J'apprendrai. Mieux que de se faire tirer dessus. L'expression de Ghost s'adoucit. Tes parents seraient fiers, Marcus. Pas seulement d'avoir fait tomber Enzo, mais de l'avoir fait de la bonne manière, la justice au lieu de la pure vengeance. Marcus pensa au registre, à la documentation méticuleuse de ses parents. Ils avaient combattu la corruption avec la vérité, bâtissant un dossier qui survivrait à la violence. Il avait simplement ajouté la force nécessaire pour faire éclater cette vérité au grand jour. En fin d'après-midi, Marcus se tenait seul au cimetière d'Oakland. L'herbe était fraîchement coupée, des feuilles d'automne éparpillées sur les pierres tombales en marbre. Il s'agenouilla entre les tombes de ses parents, plaçant soigneusement leurs photos de mariage dans un cadre résistant aux intempéries entre les marqueurs. La photo les montrait dans leur jeunesse, Walter dans son meilleur costume, Evelyn rayonnante en blanc, tous deux rayonnant de la certitude de leur avenir commun. Ils avaient construit cet avenir pierre par pierre. L'entreprise, le centre communautaire, la lutte contre la corruption. Même leur mort avait servi leur mission de justice de toute une vie. Marcus traça leur nom gravé dans le granit. Les nouvelles du matin résonnaient encore dans son esprit. Des inculpations, des confessions, un système corrompu s'effondrant sous le poids des preuves. Le dernier cadeau de ses parents à Atlanta était la vérité. Ils sont morts en protégeant. Vous pouvez vous reposer maintenant, murmura-t-il. La brise d'automne agitait les feuilles autour de lui, portant les sons lointains de la ville, les sirènes, la circulation, la vie qui continue. Mais ici, dans ce coin tranquille du cimetière d'Oakland, la paix était enfin venue. Les assassins de ses parents feraient face à la justice. Leur travail continuerait et leur nom signifierait quelque chose pour les générations futures. 2 semaines après l'arrestation d'Enzo, Atlanta se prélassait dans la chaleur de la fin de l'automne. Le centre communautaire y était transformé, sa façade en briques rouges nettoyée, de nouvelles fenêtres brillant sous la lumière du matin. Une foule s'était rassemblée sur le parking fraîchement pavé où les terrains de basket avaient été repeints dans des couleurs vives. Des enfants se faufilaient entre les jambes des adultes, leur excitation palpable. Certains driblaient des ballons de basket, testant le béton lisse, tandis que d'autres se pressaient près de l'entrée du bâtiment, où une plaque recouverte d'un tissu attendait d'être dévoilée. Le quartier s'était mobilisé en force. Des résidents âgés dans leurs plus beaux habits du dimanche. De jeunes familles avec des poussettes, des adolescents essayant d'avoir l'air indifférents, mais échouant. Marcus s'appuya contre un chêne au bord de la foule, observant. Il portait maintenant des vêtements civils, un pantalon kaki pressé et une chemise bleue boutonnée que Tanya avait insisté pour qu'il porte. L'équipement tactique et les armes étaient enfermés, peut-être pour de bon. Ses blessures du raid de la villa avaient en grande partie guéri, bien que son épaule lui fasse encore mal lorsque le temps changeait. Tanya s'approcha à travers la foule, un presse-papier à la main, l'air professionnel dans un costume bleu marine. « Prêt pour ça ?» demanda-t-elle, s'arrêtant à ses côtés. « Ce sont eux qui devraient être ici, dit Marcus doucement.
Ils le sont. Tania fit un geste vers le bâtiment, vers les gens qui se rassemblaient. Regarde autour de toi. Tout ici existe grâce à eux. Elle avait raison. Le centre communautaire avait été le cœur de ses parents. Les terrains de basket où Walter enseignait aux enfants à jouer, le laboratoire informatique où Evelyne donnait des cours aux étudiants, les salles de réunion où ils avaient planifié leur résistance à la corruption. Même après leur mort, leur influence se propageait. La cérémonie commença avec le maire, nouvellement nommé après l'opération anticorruption, accueillant tout le monde. Il parla de guérison, de communautés unies contre l'injustice. Marcus l'entendit à peine, concentré plutôt sur les visages de la foule. Il reconnut de nombreuses personnes du gala de collecte de fonds original la nuit précédant le grand changement. Ils avaient perdu leurs dirigeants mais avaient retrouvé leur voix. Tania prit ensuite la tribune, sa présence attirant l'attention. Aujourd'hui, nous honorons 2 personnes qui ont tout donné pour cette communauté, commença-t-elle. Evelyne et Walter y croyaient en la justice, pas seulement dans les tribunaux, mais dans la vie de tous les jours. Ils croyaient en l'éducation, en l'opportunité, à tenir tête à ceux qui détruiraient ce que d'autres construisaient. Sa voix porta à travers la foule silencieuse. Ils nous ont laissé leur plus grande arme, la vérité. Lorsque la corruption a menacé ce quartier, ils n'ont pas seulement riposté. Ils ont tout documenté. Ils ont bâti un dossier que même leur mort n'a pas pu faire taire. C'est ça le vrai courage. C'est ça le vrai sacrifice. Marcus regarda les enfants interrompre leur jeu pour écouter. Des ballons de basket sous les bras. C'étaient ceux pour qui ses parents s'étaient battus. La prochaine génération qui grandirait en sachant que la justice était possible, que la vérité pouvait vaincre le pouvoir. Les Hay ont prouvé qu'un couple armé de rien d'autre que de convictions et de preuves pouvait changer une ville. Tania poursuivit, leur centre communautaire se dresse non seulement comme un mémorial, mais comme une promesse. Une promesse que la lumière vaincra toujours l'obscurité, que la vérité fera toujours surface, que les bonnes personnes travaillant ensemble peuvent déplacer des montagnes. Elle désigna la plaque recouverte. Alors aujourd'hui, nous redédions ce centre non seulement à leur mémoire mais à leur mission, chaque enfant qui apprend ici, chaque famille qui trouve du soutien ici, chaque victoire pour la justice qui prend racine ici, c'est leur héritage qui perdure. 2 jeunes étudiants s'avancèrent et tirèrent lentement sur le tissu de velours. La lumière du matin se refléta sur la plaque de bronze, révélant les mots gravés. En mémoire d'Evelyne et Walter Hay, champions de la justice. La vérité se dresse quand le pouvoir tombe. Un murmure parcourut la foule, puis les applaudissements éclatèrent, profonds, sincères. Quelqu'un entonna doucement Wichel Overcombe, et bientôt, des dizaines de voix se joignirent à lui, l'hymne s'élevant dans l'air clair, vibrant comme une promesse. Marcus sentit sa gorge se serrer. La mélodie lui rappela les longues soirées de lutte, les discours de ses parents, les nuits d'espoir obstinés. Après la cérémonie, alors que la foule se dirigeait vers le centre pour partager gâteaux et rafraîchissements, la présidente du conseil d'administration s'approcha. « Nous aimerions vous offrir un poste, dit-elle avec un sourire. Chef de la sécurité. Ce lieu aura besoin de protection. » Marcus hocha la tête, puis répondit doucement, un sourire en coin. Cette fois, ils sont déjà en sécurité. Parce que la vérité est connue. La meilleure sécurité, ce ne sont pas les gardes, c'est la transparence. C'est la communauté. C'est ce que mes parents avaient compris depuis le début. L'après-midi s'étira dans une chaleur tranquille. Les enfants reprirent leur match de basket, les familles déplièrent des couvertures de pique-nique sur l'herbe, des rires et de la musique emplirent l'air. Le centre communautaire bourdonnait de vie exactement comme Evelyne et Walter l'avaient rêvé. Lorsque la foule finit par se disperser, Marcus resta assis sur les marches avant, regardant le soleil descendre lentement vers l'horizon. Sur les terrains, un match improvisé faisait résonner les éclats de voix et les rires. Tout près, 2 jeunes filles s'exerçaient à dribbler, concentrées, le ballon rebondissant en rythme régulier sur le bitume. C'était ce son-là que sa mère aimait le plus. C'est le son de l'espoir, disait-elle toujours. Assis sous la chaleur dorée du soir, Marcus comprit enfin. Ses parents n'avaient pas bâti un bâtiment, ni seulement un programme. Ils avaient bâti un espace pour ces moments, la joie simple, la promesse d'un lendemain, la possibilité d'un monde meilleur. Il sourit. Un vrai sourire, paisible, entier. Pour la première fois depuis leur mort, la paix s'installa sur lui, douce comme la lumière de l'après-midi.
ils avaient essayé d'enterrer leur nom. Mais tout ce qu'ils avaient vraiment fait, c'était planter leur héritage.